mais parce que sa vie ne se résume pas au procès que la Turquie lui fait constamment, mais je vais dérouler ces procès qui ne cessent depuis 26 ans. Alors, il serait possible de résumer les faits du procès intenté à Pinar Selek de cette façon. La procédure dure depuis 26 ans, elle est accusée de terrorisme et a été déjà acquittée 4 fois. Le fond du dossier est vide de preuves. Mais cela ne permettrait pas de prendre la mesure de l'acharnement contre Pinar Selek. La chronologie de ce procès, sans doute un peu fastidieuse, montre clairement l'ampleur de cet acharnement qui n'a plus que peu à voir avec la justice. En 1994, Pinar Selek est en 3e année de sociologie. Un camarade kurde l'invite chez lui, à Urfa, pour lui présenter sa famille. Là, dit-elle, j'ai découvert une chose incroyable. Les gens ne parlaient pas turc. J'ai découvert une autre culture. J'ai découvert un peuple et sa lutte. J'ai compris que l'État turc était véritablement en guerre contre les Kurdes. J'appartenais à l'identité dominante, je ne savais pas. Cette découverte la pousse à chercher comment est né le mouvement kurde, quelle est l'histoire de l'État-nation en Turquie. Elle se lance alors dans une recherche de sociologie sur le mouvement armé kurde et réalise de nombreux entretiens en se déplaçant dans les villages, dans les montagnes de l'Est anatolien, en Allemagne, en France. Ces contacts sont facilités par sa famille, connue pour être dans l'opposition turque. Le 11 janvier 1998, elle est kidnappée dans la rue, poussée dans une voiture par des hommes en civil. Elle pense que ce sont des proxénètes en colère, car elle essaye de sortir les prostituées du circuit de la prostitution. Mais ce ne sont pas des proxénètes, et elle est emmenée au poste de police. C'est des proxénètes. L'interrogatoire commence. Il s'agit de lui faire avouer les noms des militants kurdes qu'elle a rencontrés pour son enquête sociologique, ce qu'elle refuse catégoriquement. Durant 7-8 jours, elle est torturée physiquement et psychologiquement. On a trouvé des bombes dans l'atelier des artistes de rue, atelier qu'elle a créé pour les enfants des rues. C'est la preuve qu'elle fait partie du PKK. Après 2 semaines de ces tortures, elle est jetée en prison dans un état lamentable. Elle est donc incarcérée pour aide à une organisation terroriste. 2 semaines plus tard, les rapports balistiques prouvent qu'il n'y avait rien dans l'atelier. Le 20 août 1998, en prison, Pinar voit son visage à la télévision. 2 jours avant son arrestation, il y a eu une explosion dans un marché touristique à Istanbul, le marché aux épices, et la police déclare qu'il s'agit d'une bombe du PKK. À l'écran, un jeune garçon kurde déclare l'avoir posée avec Pinar Selek. Les rapports d'enquête sur les lieux de l'explosion et ceux des experts de la police criminelle datés des 13 et 14 juillet 1998, soit juste après l'explosion, indiquent qu'au vu des indices recueillis sur place, l'explosion n'était pas de nature criminelle. Le rapport final de la police criminelle daté du 20 juillet 1998 confirme lui aussi que rien ne permet de conclure à la présence d'une bombe. Pourtant son nom, sa photo, se retrouve à la une de tous les journaux. Elle devient la terroriste. Le moment est à la recherche internationale du leader du PKK, Abdullah Öcalan. Son rapatriement est l'une des priorités de l'État en guerre contre les Kurdes. Alors qu'une Turque d'identité dominante, de milieu social et intellectuel privilégié, rappelle cette guerre et en analyse les mécanismes et les impacts sur la population, est très mal supportée par l'État. Au premier chef d'inculpation, appartenance à une organisation illégale, le PKK, se rajoute instigatrice d'un attentat terroriste. Il y a eu 7 morts et 100 blessés, c'est donc considéré comme un meurtre de masse. À l'audience du 22 décembre 1998, Pinar et le faux témoin comparaissent. Le jeune Kurde affirme que ses aveux lui ont été arrachés sous la torture. Il ne connaît pas Pinar. En 1998, la peine de mort étant toujours en vigueur en Turquie, la condamnation à mort est donc réclamée contre Pinar. Le 3 août 2002, la peine capitale est abolie en Turquie. L'accusation contre Pinar est commuée de la peine de mort en prison à perpétuité. Le procès s'éternise. Le 21 décembre 2000, 3 experts nommés par le tribunal confirment qu'il ne s'agissait pas d'une bombe sur le marché aux épices, mais d'une fuite de gaz. Pinar est relaxé par le tribunal de grande instance et libéré le 22 décembre 2000 sous caution. À sa sortie,
Dans sa première déclaration publique, elle explique que si on l'a emprisonnée pour son travail en faveur de la paix, elle s'engage alors à redoubler d'efforts qui iront dans ce sens. Le journaliste Hrant Dink vient la trouver pour qu'elle collabore avec Agos, premier journal du pays, bilingue en turc et en arménien. Elle prend davantage conscience du déni du génocide arménien. Elle collabore avec Agos et continue aussi à militer avec les Kurdes pour la paix. Sa position, c'est qu'on ne construit aucune paix avec des armes. Ses idées antimilitaristes non violentes se répandent. À aucun moment de son procès, l'accusation ne met en cause ses activités politiques, ses recherches. Le procès politique est camouflé en procès strictement criminel et terroriste. En 2004, Pınar Selek publie « Nous n'avons pas pu faire la paix » sur les mobilisations pour la paix en Turquie. En prison, Öcalan le lit, la contacte et lui demande d'aider le mouvement kurde à s'orienter dans la construction de la paix. Le 10 avril 2001, le ministre de l'Intérieur et le département de la police d'Istanbul adressent un courrier au président du tribunal. Ils protestent contre la relaxe de Pınar Selek. Le nouveau rapport qu'il verse au dossier insiste sur le caractère criminel de l'exposition. Mais le 10 juillet 2002, un nouveau comité d'experts nommé par le tribunal confirme le caractère accidentel de l'explosion au marché aux épices. Vous allez devenir fou, non? Le 21 novembre... C'est long, oui. C'est long. Oui, c'est bien placé pour le savoir. Le 21 novembre 2002, les derniers rapports du département d'ingénierie électrique précisent encore une fois que la tragédie du marché aux épices est due à l'explosion d'une bonbonne de gaz. Le 8 juin 2006, la 12e cour pénale d'Istanbul prononce le premier acquittement, ce qui aurait dû clore le dossier. Le procureur fait appel, suite à quoi, le 17 avril 2007, la Cour de cassation casse l'acquittement. L'affaire est à nouveau jugée au tribunal. Pınar est acquitté une deuxième fois le 23 mai 2008 par la 12e cour pénale d'Istanbul. Le procureur fait de nouveau appel. La deuxième cour de cassation va dans son sens et casse de nouveau l'acquittement, préconisant qu'il serait prudent d'emprisonner préventivement Pınar en vue de son prochain procès. Ses avocats s'en trouvent informés. Pınar quitte la Turquie du jour au lendemain pour l'Allemagne, munie d'une seule valise. Nous sommes le 7 avril 2009. Pınar a 38 ans, son exil commence. Le 9 février 2011, la 9e cour d'assises d'Istanbul prononce l'acquittement. Comme précédemment, le tribunal ne retient aucune charge contre elle. Face à ce troisième acquittement, le procureur de la 12e cour pénale d'Istanbul, imperturbable, fait appel dès le lendemain. Pour la 3e fois, appel exceptionnel dans la jurisprudence turque. Le 22 novembre 2012, la 12e cour pénale d'Istanbul, composée d'une nouvelle chambre, révoque sa propre décision d'acquittement. Cette décision est rendue alors que le juge principal, chargé du suivi de son dossier, se trouve hospitalisé, remplacé par un magistrat suppléant, confronté pour la première fois à ce dossier. Le 24 janvier 2013, Pınar est condamné à la prison à perpétuité. Dans la foulée, les autorités turques demandent à Interpol de l'inscrire sur leur liste rouge et réclament son extradition vers la Turquie, qui leur est refusée. Pınar demande asile politique en France et l'obtient très vite grâce à une large solidarité. Ses avocats font appel auprès de la 9e Cour de cassation. Un nouveau procès a lieu. De nombreux membres du barreau et du Parlement européen viennent assister à l'audience du 30 avril 2014 à Ankara. Le 11 juin 2014, la condamnation est annulée. Ses avocats ayant réussi à faire valoir l'illégalité de procédure, la trentaine d'observateurs et d'observatrices présentes à son procès auront eu une importance décisive. Le 3 octobre 2014, l'affaire est renvoyée devant une cour pénale pour un 4e procès. Une nouvelle audience a lieu le 19 décembre à Istanbul, en présence de dizaines d'observateurs et d'observatrices internationales. Parmi les avocats de Pınar figure son père, âgé de 84 ans au moment de cette audience, et sa sœur, devenue avocate pour la défendre. Pınar est de nouveau acquittée. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe, le procureur fait appel. Mais le dossier ne peut pas être envoyé une 5e fois en cassation, il sera donc envoyé à la Cour suprême. Cette fois-ci, le procès aura lieu hors de tout regard extérieur et en l'absence d'avocat, il se résumera à une discussion entre les juges membres de cette Cour, tous proches du pouvoir, qui annonceront sans préavis leur décision par voie de presse. L'attente reprend. Au mois de juillet 2017, Pınar apprend que le procureur de la Cour suprême a adressé un réquisitoire de 6 pages accusatrices envers elle, qui reflète largement la position de la Cour.
Le 21 juin 2022, après 7 ans d'attente, la Cour de cassation annule le 4e acquittement. Le 6 janvier 2023, la Cour d'assises d'Istanbul émet un mandat d'arrêt avec emprisonnement immédiat avant même que l'audience n'ait lieu. Début 23, Pinar Selek est de nouveau mise en accusation sans qu'aucune nouvelle pièce n'ait été versée à son dossier. 2 auditions, le 31 mars et le 29 septembre 2023, n'ont abouti à rien, sinon au renvoi à une nouvelle audience à laquelle Pinar Selek est à nouveau priée de se rendre en personne. Chose impossible et impensable, puisqu'un mandat d'arrêt avec emprisonnement immédiat est lancé à son encontre début janvier 23. Début 24, la Turquie a adressé à la France une demande d'extradition en confirmant le mandat d'arrêt international. Le 28 juin 24 s'est tenue à Istanbul une nouvelle étape du procès de Pinar Selek. À cette occasion, le ministère de l'Intérieur turc a produit une nouvelle pièce au dossier concernant une conférence universitaire. Dans le cadre du festival Printemps des migrations, soutenu par l'Université Côte d'Azur, l'Université Paris-Cité, le CNRS, et en lien avec ses travaux scientifiques, Pinar Selek a modéré une table ronde à laquelle participaient des femmes kurdes. C'est cet événement, considéré par le ministère de l'Intérieur turc comme un acte terroriste organisé par le PKK, qui a donné lieu à un nouveau chef d'inculpation devant le tribunal. Il s'agissait d'étayer la demande du tribunal à Interpol afin d'établir des liens supposés entre Pinar Selek et le terrorisme. Les institutions académiques françaises ont protesté avec véhémence dans un courrier officiel adressé à la Cour. Ils ont dit, non, c'est pas le PIK, mais l'Université de Côte d'Azur qui a organisé ça. C'était trop bien. Côte d'Azur et PIK, ça fait un peu. Donc la mobilisation a payé, la manœuvre du ministère de l'Intérieur turc a pu être déjouée. Le juge a annoncé un nouveau report d'audience au 7 février 25, demandant la présence de Pinar Selek en refusant qu'elle soit entendue par voie de commission rogatoire, comme le permet pourtant la pratique de l'aide de l'entraide pénale internationale. Enfermée, Pinar Selek à perpétuité pour ses travaux de recherche, ses œuvres littéraires et ses prises de position en faveur des minorités kurdes et arméniennes, des prostituées, des enfants des rues, des mouvements féministes, des minorités LGBTQIA+, reste visiblement toujours l'obsession du pouvoir turc.